À tous les auditeurs de Démocratie Kenya, bonjour et bienvenue dans votre nouveau magazine d'information Tien Kafo Barakake. Je me présente, je suis Laliaba, un membre de l'équipe de Démocratie Kenya. Merci encore pour votre fidélité et votre soutien infaillible. Aujourd'hui, ici, nous allons parler politique et économie avec M. Madani Tall, le président de l'ADM. Chers auditeurs de Démocratie Kenya, nous sommes chez M. Madani Tall. M. Madani Tall, 47 ans, qui a eu un parcours exceptionnel, parce qu'il faut le dire aussi. Quand on parle de Madani Tall, directement tout le monde voit l'ancien conseiller économique du président ATT, un titre qui n'existe même pas d'ailleurs, mais bon, c'est pas à moi de vous l'expliquer. Donc on va vous parler brièvement de M. Tall. M. Tall a été trader de commodities au Luxembourg, après à New York. Il a été banquier d'affaires à New York, à Wall Street, vice-président du US Trust. Bon, je ne prononce pas bien l'anglais, mais bon, j'essaye quand même de bien vous l'expliquer. Une filiale de Bank of America. Il a été associé gérant d'une boutique d'investissement, économiste, chercheur au département des mines de la Société financière internationale et de la Banque mondiale, professeur des théories monétaires et des macroéconomies. Et de 2002, c'est après tout ça que de 2002 à 2012, il est rentré au Bercail en laissant tout ça derrière lui pour venir servir son pays qui est le Mali. Il a été chargé de mission des politiques chargées des investissements et des politiques de développement et conseiller technique à la présidence de la République, au secrétariat de la présidence de la République. Donc voici entre autres le parcours exceptionnel de M. Tall qui nous a fait l'honneur aujourd'hui de nous recevoir chez nous. Bonsoir M. Tall. Bonsoir M. Tall, merci encore de nous recevoir chez vous. M. Madani Tall, vous êtes sans conteste parmi les hommes politiques les plus brillants du Mali. Et votre projet de société, votre projet politique repose sur le fondement assez pertinent et assez solide. Vous êtes également l'un des rares hommes politiques, vous êtes entouré de jeunes talents. Cependant, force est de constater que votre parti, qui est l'ADM, Avenir et Développement du Mali, ne dispose d'aucun député à l'Assemblée nationale du Mali. Et vous avez vous-même obtenu, lors des différents suffrages, des pourcentages assez faibles. Comment expliquez-vous cela? Autrement dit, qu'est-ce qui ne fonctionne pas au sein de votre parti? Je vois que vous rentrez directement dans le vif du sujet, c'est une bonne chose. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement et de porter quelque intérêt à la petite personne que je suis. Vous savez, jusqu'à 2012, l'ADM possédait quelques 200 à 250 conseillers municipaux répartis sur l'intégralité du Mali. Et aux dernières législatives, je me suis moi-même présenté avec le succès que vous connaissez. Mais j'ai décidé de me présenter dans une zone assez difficile, qui n'était pas ma zone d'origine, qui était une zone avant tout d'attachement, car pour tout Malien, une signification particulière. Et pour moi en particulier, jeune Malien élevé à l'étranger, Tombouctou, c'est ce qui nous rattachait à la mère patrie. Et donc, puisque la période était cruciale, sans avoir des assises réelles, j'ai décidé de démontrer aux Maliens que d'où que l'on soit, on pouvait se présenter où que l'on soit. Qu'il ne fallait pas ethniciser la politique, que le Mali appartenait à tous les Maliens. Et d'aucuns pensaient que quelqu'un qui n'était pas natif de Tombouctou ou ne résidait pas là-bas n'avait même pas le droit de se présenter à Tombouctou. Donc c'était plus une candidature symbolique
au sortir d'une période où Tombouctou avait traversé beaucoup de difficultés. Donc maintenant, je suis heureux de ma défaite à Tombouctou parce qu'elle a fait beaucoup plus de bruit que certaines victoires ailleurs. Ça a permis au moins de porter les projecteurs sur Tombouctou et puis de montrer aussi aux Tombouctiens que l'on continue à s'intéresser à eux malgré ce qui se disait. Alors, de manière globale, notre parti n'a présenté que très peu de candidats. Et effectivement, ces candidats n'ont pas vu le jour à l'Assemblée. Mais regardez, l'Assemblée est composée majoritairement du RPN. Okay. Même les grands partis comme la DEMA ont vu leur portion régresser. Donc à plus forte raison, nous qui n'avions jamais eu de députés au préalable. Et cela est dû également au fait que, bon, à ce moment-là, les Maliens rejetaient également tout ce qu'ils pouvaient avoir fait avec les 10 années précédentes. Et comme vous l'avez dit, j'ai été conseiller à la présidence de la République sous le président ATT. Et donc, on n'avait nécessairement pas la faveur du peuple, okay, qui a décidé à ce moment-là de jeter, comme on dirait, le bébé avec l'eau du fleuve. Mais je pense que la politique, pour ceux qui aiment réellement leur pays, c'est l'art de la patience. Que l'on est dévoué et que l'on est patient, on finit avec le temps par pouvoir faire établir sa vérité. Et en espérant que cette vérité, parce que ce n'est qu'une portion de la vérité qui n'appartient qu'à Dieu, okay, c'est une portion de la vérité, donc que cette portion de la vérité soit partagée avec d'autres personnes qui adhèrent aux mêmes sentiments et aux mêmes idéaux. Donc nous espérons, nous continuerons à lutter pour le Mali, parce que moi je ne suis pas politicien de profession, je suis économiste, c'est mon métier, et je m'en satisfais. Mais je suis politicien de passion, homme politique de passion. Et ces passions ne naissent pas à l'âge adulte, ce sont des enfants. Et c'est l'enfant que j'ai été qui décide qu'un jour je rentrerai dans mon pays et je servirai la nation malienne avec le peu d'aptitude avec lequel je pourrai contribuer. Donc j'espère que jusqu'à mon dernier souffle, cette ambition qui a animé l'enfant que je fus, c'est-à-dire persistera. Que l'on soit chef d'État ou pas, cela n'a que peu d'importance finalement. Parce que, vous voyez, quand on regarde l'histoire des pays, il y a eu beaucoup de rois. On ne retient que quelques noms. Sundiata, Babemba, Tchèbné, Biton. Mais il y a eu des centaines de rois. Et ils sont passés des milliers. En tout cas, au Mali, il y a eu des centaines de rois, des milliers à travers le monde, mais ils sont oubliés. Ce qui importe, c'est comment tu regardes ton époque et comment tu regardes les générations futures et ce qu'elles retiendront de ton action. Et en cela, il vaut mieux se battre pour la postérité que pour aujourd'hui simplement. Parce qu'aujourd'hui, on peut être incompris. Mais dans le temps, les vérités s'établissent. C'est ce que je peux dire. Merci M. Tal. Merci pour vos éclaircissements. Comme vous le savez certainement, les Maliens dans leur majorité ne veulent plus entendre parler du MNLA. Encore moins de leurs revendications, partant du simple principe que ce mouvement a non seulement été à un moment donné complice, et partenaire des groupes qu'on appelle djihadistes, tels que le Moudjahou Ansardine. Ils ont aussi tué des Maliens innocents, des citoyens maliens comme vous et moi. Le MNLA a tout naturellement transgressé quasiment toutes les lois maliennes. Et partant de ces faits, la grande majorité des Maliens, nous y compris, estiment donc que le MNLA est un mouvement terroriste qui ne représente ni les Touaregs, ni une quelconque ethnie au nord du Mali. Et donc illégitime de se retrouver en pouvoir de négocier avec les autorités du Mali. Si négociation il doit y avoir, ne serait-il pas préférable de négocier avec les leaders, les élus et les représentants légitimes de toutes les communautés du nord du Mali? À votre avis,
plutôt, quelle est votre position par rapport à cette question très brûlante? Que pensez-vous de la gestion de la crise du nord du Mali, en particulier du processus actuel de négociations entre l'État malien et les mouvements armés? Jeune frère, je pense qu'il s'agit d'un mouvement, comme vous venez de le dire, illégitime, qui contrôle néanmoins un tiers de ton territoire. Donc, et cette illégitimité qui est avérée, puisque le Mali est indivisible, insécable, okay, ne devrait pas remettre en question le fait qu'aujourd'hui, le Mali n'a pas autorité sur Kidal. Et autant vous avez pu citer le MNLA, autant vous n'avez pas pu citer des autorités, quelque chose de vague qui serait au nord. Pour dire que lorsque l'on parle aujourd'hui de notre septentrion, il y a des mouvements armés qui détiennent la réalité du pouvoir. Nous avons eu ici 2 ans, nous avions des jeunes soldats qui détenaient la réalité du pouvoir de manière illégitime. Et il a fallu négocier avec eux. La CEDEAO a négocié avec eux. L'ONU a négocié avec eux. Tout le monde a négocié avec eux. Finalement, ils sont partis. Je crois que je vais vous raconter cette anecdote. Je suis non pas un patriote, je suis un nationaliste. Je crois en la puissance de la nation malienne. Et il y a quelques années, j'étais un peu plus jeune. Et le président d'alors, que je servais, c'était le président Amadou Toumani Touré, venait de signer les accords d'Alger. Et j'étais choqué, comme la plupart des Maliens le furent. Et comme j'avais la possibilité d'avoir accès à lui, je suis parti dans son bureau lui demander pourquoi est-ce qu'il a fait ça. À l'époque, nous lisions dans les journaux que nos soldats avaient été castrés. Alors moi, je ne peux pas comprendre que l'on puisse signer un tel accord avec ces mêmes personnes qui ont mis notre armée à mal. Et lorsque je suis rentré dans le bureau, je me suis plaint. Il dit ce jour-là, et vous savez que je parle rarement d'ATT, que je sais que tout le monde vous écoute, et qu'il verra cet entretien. Et je lui dis, Monsieur le Président, j'ai honte de mon pays aujourd'hui. J'ai honte de mon président. J'ai honte d'être malien. Parce que l'on vient de signer notre acte de démission. ATT a pris le temps de m'écouter. Il m'a dit, Mani, rentre, assis-toi. Il m'a montré les accords d'Alger qui venaient de précéder. Et il a sorti de son coffre les accords du pacte national. Il m'a dit, Mani, il dit, si j'ai signé quelque chose qui n'était pas là déjà avant moi, crache-moi dessus. Il dit, ça, ce que j'ai signé, c'est écrit depuis les accords de Taman Rasset, avant même qu'il y ait eu la révolution de 91. Et j'ai vu que c'était les mêmes documents. Et j'ai posé la question, pourquoi alors signer quelque chose qui a déjà été signé? Pourquoi? Il dit, parce que c'est le prix de la paix. S'il y a la guerre ici aujourd'hui, les investissements vont s'arrêter. Le peuple va souffrir. Les enfants vont mourir. Les mamans vont pleurer. Et moi, je ne souhaite pas cela. Je suis ici pour développer le pays, pas pour faire la guerre. Et aujourd'hui, il faut aller avec la raison et non pas avec le cœur. J'avoue que je lui ai donné raison, parce que j'étais chargé des investissements.
Et je sais que les investissements n'aiment pas la guerre. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation à nouveau. Faut-il négocier? Vous avez dû lire mes propres écrits. Non à la négociation. Mais, donc, si on ne négocie pas, on fait la guerre. Alors. Bon, vous vous souvenez tous du 17 au 22 mai. Est-ce qu'on peut faire la guerre aujourd'hui? On négocie en position de faiblesse, certes, mais en réalité, nous ne sommes pas en position de faiblesse. Parce que la vérité est que le Mali nous appartient. Le Mali n'appartient pas au MNLA. Le MNLA, ce sont des Maliens comme d'autres Maliens. Ce sont des gens qui se sont égarés, se sont perdus en cours de chemin, parce qu'ils ont confondu des revendications légitimes que chaque citoyen peut avoir vis-à-vis de sa nation, vis-à-vis de son État, avec la volonté de se séparer de ses autres frères. Et aujourd'hui, effectivement, un peuple que nous sommes ne peut pas accepter que le MNLA puisse faire croire qu'il y a d'autres peuples qui sont différents de nous Maliens, dont les Touaregs font partie, dont les Arabes font partie, dont les Bozos font partie. C'est nous Maliens, nous le peuple. Donc ils ne peuvent pas échapper à cela. Ça, c'est notre première force. Notre deuxième force, mais nous avons un but commun. Le but commun, c'est le développement. Le but commun, c'est le bonheur des enfants du Mali. Mais si c'est leur but, ils ne pourront pas échapper à venir nous rejoindre pour atteindre ce but-là. Nous avons une foi commune. Cette foi, il y a des gens qui ne sont pas religieux, je le suis, mais nous avons tous foi en l'avenir de ce pays. Et ça, c'est une foi commune. Maintenant, je pense qu'ils ont perdu la foi. Or, quand on perd la foi en islam, on dit que vous êtes des mécréants. Donc, je dis à mes jeunes frères qui sont au MNLA, et à mes quelques aînés qui s'y trouvent également, il faut que vous retrouviez la foi en la vérité. La vérité est que le Mali est indivisible. Et le fait d'avoir, parce qu'il y a eu imprudence, il y a eu imprudence. Il y a eu la déroute de l'armée malienne. Cela ne doit pas faire croire à qui que ce soit que cela leur donne tous les droits. Ça serait une erreur. Parce que la victoire et la défaite, ce sont deux menteurs. C'est Kipling qui disait ça. Leur victoire, ce n'est qu'une bataille. Ce n'est qu'une victoire momentanée. Ça ne fait pas d'eux la puissance ultime. Ce n'est qu'une puissance momentanée, comme d'ailleurs la plupart des puissances qui sont sur Terre. Donc, ils devraient profiter de cette situation pour devenir raisonnables. Moi, c'est ce que je peux recommander à toute personne qui se trouve au sein du Mali. Maintenant, pour ce qui est du Mali, ce qui peut être regrettable, c'est qu'au moment où d'aucuns se réunissent justement au niveau des différents mouvements armés pour avoir une position harmonisée, nous soyons dans la nature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concertation au niveau des forces vives de la nation pour avoir une position commune. Cela peut être regrettable. Maintenant, vous êtes passionné du Mali et vous avez raison. Mais la question à se poser, c'est Virgile qui a dit ça. Je vais vous dire deux choses que Virgile a dit, qui paraissent paradoxales. La première des choses qu'il a dites, c'est Arma Virum Kekan. Je chante les braves et la mort. Donc ça veut dire qu'il chante la guerre. Il faut que les hommes soient braves, il faut qu'ils meurent. Mais après, ils disent aussi Arma Sedantoga, que les armes ne cèdent à la toge. Ça veut dire qu'à un moment aussi, il faut déposer les armes et puis discuter. Et puis aller vers le droit. Et donc, il y a le temps de la bataille et il y a le temps de la paix. Maintenant, est-ce que nous sommes au temps de la paix
Je pense que oui. Je pense que si l'on veut continuer à pouvoir construire le Mali, à faire en sorte que les générations futures ne payent pas le prix de toutes nos erreurs, qu'on puisse en corriger quelques-unes avant de partir. Il est temps, c'est-à-dire de construire la paix. Eh bien, M. Tall, à votre avis, le gouvernement malien peut-il se passer des aides financières de grandes institutions telles que le FMI? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Les États, comme les entreprises, ont besoin de prêts. Un État à qui l'on n'accorde pas de crédit est un État auquel on ne fait pas confiance. Une entreprise auquel on n'accorde pas de crédit est une entreprise à laquelle nous ne faisons pas confiance. Le premier pays endetté au monde reste les États-Unis, qui est également la première puissance économique mondiale. Donc, tout pays a besoin de prêts. Et tout pays a besoin de confiance. Parce que l'investissement, il aime la confiance, c'est son ciment. Et tout pays a besoin d'alliés. Et donc, il faut considérer le Fonds monétaire, la Banque mondiale, ou quelle que soit l'entreprise ou la société ou l'organisation dispensatrice de crédit, comme un allié. Un allié dont l'on souhaite pouvoir se passer. Mais je ne connais aucun État au monde qui puisse se passer du crédit. Maintenant, il y a des États qui sont suffisamment justement crédibles pour aller voir des entités privées et leur dire « Voici nous sommes les États-Unis, nous avons besoin de lever N milliards. Comme garantie, vous n'avez que notre parole. Et notre parole, c'est quoi? C'est la signature du sceau des États-Unis d'Amérique. » Il y a ces pays-là. Il y a d'autres pays qui n'ont pas cette aptitude, qui peuvent aller sur les marchés et qui donnent des instruments de garantie qui permettent de dire, bon voilà, quand on ne vous rembourse pas, vous pouvez vous rembourser sur ça. Il y a des pays, comme le nôtre malheureusement, auxquels les investisseurs de marché ne font pas confiance. Donc faut-il les laisser sans prêt? C'est ça la question. Est-ce qu'à partir du moment où plus personne ne veut vous prêter de l'argent, qui va vous prêter de l'argent? Donc il y a des institutions qui avaient été créées à cette fin, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour dire, bon voilà, on va prêter l'argent pour reconstruire l'Europe. Une fois que l'Europe a été reconstruite, on va prêter de l'argent pour reconstruire l'Afrique. Maintenant, ces institutions, comme toutes les institutions, ne sont que des entités humaines. Et comme toute entité humaine, elles commettent des erreurs. Et c'est l'un des anciens patrons du Fonds monétaire, Michel Camdessus, qui dit « il faut savoir reconnaître que nous nous sommes trompés ». Par exemple, les politiques d'ajustement structurel ont été un remède qui a causé plus de tort que la maladie. Mais tout ceci n'arrive que pour une seule raison. Parce que nous autres, Africains, nous ne prenons pas la responsabilité de nos propres politiques et en proposer. Je ne saurais terminer sans citer l'un de mes aînés, Tidjane Thiam, qui en son temps, lorsque le Fonds monétaire venait à Abidjan, ils avaient leurs papiers, il avait ses papiers. Donc il est temps que nous aussi ayons nos papiers. Moi je sais que dans les quelques négociations dans lesquelles j'ai été personnellement impliqué, nous avions nos papiers. Il faut continuer à avoir nos propres papiers. C'est-à-dire que, et c'est ça qui permet, c'est-à-dire d'affirmer notre souveraineté. À partir du moment où nos amis, nos alliés, que sont le Fonds monétaire, comprendront que nous avons une politique, c'est-à-dire cohérente, qui sans doute est mieux affinée que la leur parce qu'elle tient compte de d'autres réalités qui sont les nôtres, mais ils ne pourront que céder à la voie de la raison. Parce que je pense que comme tout le monde, ce sont des gens raisonnables. Donc, il n'y a pas de pays, ce qu'il faut retenir, aucun pays au monde ne se passe de crédit. Même la Chine prend des prêts. Les États-Unis prennent des prêts. Le rouble en prête. L'État, il n'y a jamais eu de pays qui ait de ressources fiscales suffisantes pour se passer du prêt. Donc nous n'échapperons pas à cela. Maintenant, quelle sorte de prêt peut-on avoir? Bien, c'est à la mesure des moyens de notre pays. Et ça, il faut que chacun le comprenne. Voilà ce que je souhaiterais, c'est qu'arrivé à un moment, le Mali passe de prendre des prêts concessionnels
et puisse aller maintenant, c'est-à-dire faire valoir son écriture et dire, bon, voici l'écriture du Mali. Et à partir de cette écriture du Mali, j'engage mon pays à prendre tel prêt pour tel projet. Ça, c'est une étape qui doit se construire dans le futur. C'est une étape que je pensais devoir se dérouler entre 2012 et 2022. Il y a eu les événements que vous savez. On souhaite que Dieu fasse que l'on se ressaisisse rapidement pour reprendre le chemin du développement. Chers auditeurs, c'était l'interview exclusive que M. Madani Tall a bien voulu nous accorder. Donc, nous espérons que vous allez en tirer énormément profit. On a essayé d'aborder tous les sujets, mais malheureusement, on ne peut pas parler de tout. Mais on a quand même fait l'essentiel. Et encore une fois, nous le remercions pour sa disponibilité et pour son accueil. Franchement, Madani Tall, un homme de valeur en Afro-Libaye.